Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Mélodie Nocturne, votre émission de musique classique. Alors, pour tout vous dire, ce soir, je vais me livrer à une des choses les plus difficiles et les plus périlleuses du métier. Je vais interviewer quelqu'un que j'admire et que je vénère. Mais je vais aussi, dans le même temps, faire une des choses les plus simples du métier. Je vais interviewer quelqu'un que j'admire et que je vénère. J'ai l'honneur d'accueillir ce soir, à mes côtés, une des plus grandes et des plus merveilleuses pianistes. Est-ce que je n'y vais pas un petit peu trop avec Edith Lirobe? Eh bien, je crois que non, parce que nous sommes très nombreux à partager cet avis. Anne Kefelec, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une rude entrée en matière, pour moi. Alors, on va parler beaucoup d'une chose que vous avez repoussée dans votre carrière. C'est enfin l'enregistrement d'un des sommets de la littérature pianistique, les dernières sonates de Beethoven. Oui. Pourquoi ce choix à ce moment-là de votre vie? Ce que je fais m'apprend ce que je cherche, disait Pierre Soulages, le grand peintre décédé récemment. Et en fait, quand vous dites que je poursuivais cela depuis des années, je ne le savais pas. Je ne savais pas quelle réponse allait m'être apportée par ces œuvres-là qui me travaillaient en effet régulièrement. Ce qui ne veut pas dire que je ne fréquentais pas d'autres chefs-d'œuvre, naturellement. J'étais plus que gâtée pour les pianistes. Nous sommes devant un Himalaya de chefs-d'œuvre. Mais spécifiquement, ces œuvres-là, c'est vrai que je n'osais pas trop les approcher. Au fond, elle m'intimidait d'une certaine manière. J'ai beaucoup joué l'opus 110, qui est la 31e sonate. Donc il y en a 32. Il y en a 32, journal musical intime de Beethoven. Mais les autres, en effet, elles étaient au fond en germination intérieure. Il y a un matin, vous êtes levé comme ça, vous dites c'est aujourd'hui, c'est maintenant dans ma vie? Non, c'est-à-dire, je me suis quand même dit en effet à un moment donné, bon, ça te travaille tellement qu'il va bien falloir, décide-toi. Vite, maintenant, tu n'as plus vraiment le temps indéfiniment de la réflexion. Il y avait une espèce de nécessité intérieure. C'est le moment ou jamais. Et ça, c'est vrai que d'une certaine façon, c'est une forme de liberté. Eh bien maintenant, c'est le moment ou jamais d'écouter quelques notes de ce disque éblouissant, de ce voyage incroyable que vous nous proposez dans ces 3 dernières sonates, appelées 8000, diraient les alpinistes du piano. Je vous propose d'écouter un extrait, Beethoven, la 109e, opus 109. Alors, je parlais, quand je parlais de cet enregistrement extraordinaire que vous venez de faire chez Mirare, que vous avez enregistré à Poitiers, oui, avec un auditorium et une qualité sonore absolument magnifique. Comme tous les grands voyages, j'imagine que ce voyage-là vous a changé. Comment étiez-vous juste avant d'enregistrer et comment étiez-vous juste après? Oh, les changements, on est dans le flottement, c'est très fluctuant, si vous voulez. Et c'est d'ailleurs en cela que la musique de Beethoven, en particulier dans ses dernières œuvres, à travers la forme des variations, à travers la forme de la fugue aussi, je trouve que ça devient presque des métaphores de nos états émotionnels intérieurs, en effet, du questionnement qui peut nous prendre tous tant qu'on est. La fugue, ce sont un ensemble de plusieurs voix qui conversent en quelque sorte. Nous aussi, nous sommes polyphoniques intérieurement. De même que les variations, à chaque moment, nous sommes en effet dans une sorte de métamorphose, puisque nous sommes dans le temps, comme la musique. On est en permanence en train on n'est pas fixe, on n'est pas arrêté. Et c'est cela pourquoi je trouve que cet art C'est-à-dire que ça vous a appris quelque chose, tellement. Ça nous apprend quelque chose sur nous-mêmes? Oui, bien sûr. J'aime beaucoup ce que dit Michel Bouquet. Il dit que les chefs-d'œuvre, que ce soit des pièces de théâtre ou des œuvres musicales, nous permettent de découvrir
découvrir un possible de soi, ignoré de soi. Et cette dimension qui, en effet, nous dépasse et en même temps est en nous et demande à vivre. Et il y a dans ces chefs-d'œuvre, à un moment donné, c'est un peu ce que j'ai ressenti, comme une espèce d'appel personnel. Comme si à l'œuvre vous disiez, mais mêle-toi de ce qui te regarde, je te regarde, je te concerne, vas-y. C'est Beethoven qui vous appelle à travers les... Mais oui, au fond, oui, absolument. Mais appelle tout un chacun, d'ailleurs, à l'écouter, à aller vers lui, parce que ce sont des clés universelles. Je vous propose, parce que ce qui me frappe chez vous, c'est que vous n'avez pas cherché à faire carrière, mais vous avez presque cherché à faire une œuvre, on pourrait dire. Je vous propose de regarder quelque chose qui date du premier pas de cette œuvre, votre premier passage à la télévision. Alors, regardons le premier, alors. Je vais être bien surprise. C'est Scarlatti, je crois? Oui. Vous aviez déjà vu ces images? Jamais. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'on sent déjà la véritable modestie et la détermination. Alors, ce sont au fond peut-être des qualités bretonnes, ça, dont vous parlez, et liées Je au savais qu'on allait y paysage. venir. Oui, la sauvagerie le côté, d'ailleurs, assez beethovenien aussi, une île comme Ouessant est tout à fait un paysage beethovenien. Mais quand vous parliez de la métamorphose, effectivement, moi-même, je suis dans un certain étonnement de voir ces images. En même temps, je sens je pense qu'il y a des êtres que le temps... peu à peu, ils changent de nature avec les âges, à travers leurs âges. Moi, je n'ai pas cette sensation. J'ai la sensation d'être... c'est un peu idiot de dire ça, intemporel, si vous voulez, par rapport à l'essentiel de ce qui m'a constituée. En même temps, je me suis évidemment nourrie de tout ce que la vie m'a apporté et elle m'a vraiment gâtée. Je me sens une privilégiée de l'existence dans toutes sortes de directions, de domaines. Mais... Je sens que déjà, en effet, à cette époque-là, j'étais dans la quête. Et vous avez raison de dire que je n'ai pas cherché à faire carrière, car je déteste ce mot que je trouve extrêmement dur, sévère. Et puis, supposant une stratégie que je n'ai jamais eue, je me sens dans une sorte de navigation. Et donc, pas non plus une œuvre. Je n'aurais pas eu cette prétention, non. Un parcours, en tout cas. Un parcours. Je vous propose, oui. vous qui vous avez un accès tellement privilégié à la musique, d'avoir recours à... Vous savez, dans cette émission, il y a des questions surprises. Et j'ai convoqué une de vos amies proches pour vous poser une question que je n'aurais su vous poser aussi bien. Macha Makayev. Je suis très curieuse de savoir où tu vas quand tu joues. C'est quoi cet ailleurs qui t'attrape, qui fait que tu n'es plus tout à fait avec nous et que tu nous donnes ce qu'il y a de plus beau? Macha, tu m'as demandé où je vais quand je joue. Alors, j'aime beaucoup ce que dit un de tes collègues, homme de théâtre, ancien collègue, Stanislavski, qui dit « Il faut partir de soi, mais il faut partir ». Et en fin de compte, je me laisse emporter aussi. Il y a le mot de ravissement que j'aime beaucoup, qui veut dire aussi qu'on est emporté. Le ravissement, c'est à la fois l'extase, l'émerveillement, mais c'est aussi le fait de se laisser porter. Et c'est quelque chose qu'on peut vivre, cette émotion-là, dans la musique. C'est dangereux quand on joue du piano de se laisser emporter par l'émotion. Il faut garder un certain contrôle quand même. C'est là la difficulté de ce métier, c'est qu'en effet, on est responsable d'un texte. Déjà, au départ, on ne peut pas faire n'importe quoi naturellement. On doit se l'être incorporé avant. Et puis, dans un deuxième temps, arrive la possibilité de laisser la musique en soi agir. Mais bien entendu, avant cela, il faut avoir préparé sérieusement le terrain. Parce qu'il y a, en effet, toujours, vous avez raison, cet équilibre à trouver entre l'abandon et le contrôle. Vous parlez d'une
Vous avez une définition qui me plaît beaucoup quand vous parlez de musique élitiste. Parce qu'on entend ça pour se dire « Ah non, c'est de la musique élitiste, c'est de la musique classique ». Vous avez une autre définition. Oh, en fait, dans la poursuite du monde du théâtre, je reprends la notion de Jean Vilar et Antoine Vitesse, à savoir qu'ils prônaient l'élitisme pour tous. Et je pense que, bien sûr, la musique classique est élitiste, mais dans le sens où elle s'adresse à l'élite de chacun, c'est-à-dire sa meilleure part. Ce qui est meilleur part. Et je peux vous citer un souvenir très, très émouvant, précis, un moment que j'ai vécu à la prison de Nantes, jouant devant des détenus. Et l'un des détenus était devenu éperdument amoureux de la musique en prison, l'avait complètement découverte, et en particulier Beethoven. Et il était venu me parler après un peu plus personnellement, et il m'avait dit, vous vous rendez compte, si je n'étais pas venue en prison, je n'aurais pas connu la musique. Incroyable, c'est incroyable. Et vous voyez, ça, sont des moments bouleversants, parce qu'à ce moment-là, d'abord, on mesure à quel point on est privilégié. Ça ne veut pas dire que... Et que votre rôle est important aussi. Oui, alors peut-être qu'il aurait de toute façon été en prison s'il avait connu la musique. En fait, il Avant, fasse ce rapprochement. peu importe, mais peut-être pas, peut-être pas. Et c'était comme s'il avait échappé à une catastrophe. Je vous propose une autre question surprise pour relancer cette discussion qui n'a vraiment pas besoin d'être relancée. Chère Anne, en fait, j'ai deux questions. La première, c'est que penses-tu des pianos dans les gares? Est-ce que ça t'arrive d'y jouer? Et la deuxième, ça serait quand est-ce que tu vas publier tes magnifiques textes? Parce que, en dehors d'être une pianiste formidable, tu es aussi un véritable écrivain. Sur moi. Donc, on parlait de la musique élitiste et les pianos dans les gares. Normalement, ça vous énerve, non? Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Je trouve ça... La personne qui a eu cette idée, j'aurais aimé savoir qui, au tout début, a été à l'origine de cette initiative. Parce que là aussi, j'ai eu des moments, grâce à la présence de ce piano dans les gares, des moments de rencontre, d'échange. Et puis, le fait que ce piano... non seulement soit joué en permanence par toutes sortes de personnes, ceux qui ont un peu travaillé, enfin qui ont déjà fait un peu d'études musicales, d'autres qui font un peu n'importe quoi, mais ça ne fait rien, ou des jazzmen, ou qui recherchent des chansons. Mais bon, ça c'est une chose. Mais ce qui est le plus sidérant dans l'affaire, c'est que ces pianos ne sont pas vandalisés, ne sont pas tagués, ne sont pas protégés. Et il n'y a pas... Et on les respecte. Et ils sont respectés alors qu'en plus c'est un instrument bourgeois par excellence, le piano. Comment se fait-il qu'il y ait tout de même dans cette époque terrible où vraiment on ne peut pas dire qu'on respecte le bien collectif, le bien commun, on met ses chaussures sur le siège en face dans le métro, et bien là, on ne tague pas, on ne casse pas de bouteilles sur le piano. Enfin, alors, j'espère que le fait de dire ça ne va pas donner des mauvaises idées. Mais... Alors, la deuxième partie de la question, c'était quand est-ce que vous, qui avez ce rapport à la littérature, oui. quand est-ce qui écrivez merveilleusement bien une introduction sur un Mozart de Jean-Victor Occard, je me rappelle, qui est absolument splendide, et des textes que vous avez publiés sur le piano, quand est-ce que vous allez publier ? En deux mots. Je n'ai pas la réponse, mais je reconnais que j'ai une démangeaison de la plume et qu'en effet, j'écris beaucoup pour moi-même. J'ai ce besoin de fixer par des mots, de temps en temps, en effet, tout ce qui me traverse. Donc, si le temps m'est donné, je serai heureuse aussi de répondre à je reconnais, cette forme de nécessité intérieure, oui. Alors, quand on enregistre un sommet, comme les 3 dernières sonates de piano, qu'est-ce qu'on fait? On se réécoute Wilhelm Kempff, Maurizio Pollini, Brendel, ou alors on n'écoute personne? Non, on écoute plusieurs dans un premier temps, bien sûr, et puis on écoute en concert aussi. Et puis également une forme de travail que je pratique beaucoup et que je trouve dramatiquement sévère et exigeante, mais aussi très salubre, très saine, c'est de s'enregistrer soi-même et de devenir son propre professeur à ce moment-là. Je vous propose un petit cadeau de quelqu'un dont la photo est sur votre piano chez vous. Alfred Brendel.
Brendel, c'est qui pour vous, Alfred Brendel? C'est vraiment quelqu'un qui est resté un phare, un repère dans ma vie de musicienne, à qui je dois beaucoup, que j'ai rencontré à l'âge de 20 ans et avec lequel j'ai gardé toujours un contact et une relation d'amitié profonde et de reconnaissance, car en effet, il m'a, vis-à-vis de ce répertoire, le grand répertoire Beethoven, Mozart, Schubert, le grand répertoire germanique, donné tellement de clés, de pistes. Après, libre à soi d'avancer dans ce chemin, mais je lui dois beaucoup, oui. Je vous propose d'entendre Anne Kefelec jouer du piano, parce que vous entendre, c'est quand même l'essence de la grâce dont vous faites preuve. On va écouter un menu en sol mineur de Handel. Vous avez dédié le disque sur les 3 dernières sonates à vos 2 enfants et à votre petit enfant qui vient de naître il y a quelques mois. Oui. C'est important de ce lien de la famille. Ah oui, et comment? Et de voir son propre enfant devenir parent, c'est aussi extraordinairement émouvant. Voilà l'enfant. Hein, l'enfant, il est grand, il est Gaspard Dehaene qui enseigne à l'école normale de musique. Et il a une question à vous poser. Bonjour maman, j'ai une question pour toi. Alors je me souviens que quand tu étais petite, tu voulais être pianiste la semaine et fleuriste le dimanche. J'aimerais savoir quand est-ce que tu as abandonné cette vocation de fleuriste le dimanche et est-ce qu'il y a un événement déclencheur ou est-ce que tu te souviens de ce moment où tu as décidé de devenir pianiste, uniquement pianiste? Il n'y a pas eu un moment précis où j'ai décidé de cesser de rêver d'être fleuriste le dimanche. C'est la vie qui m'a obligatoirement mis devant cette nécessité de ne pas avoir les mains gercées par l'eau glacée comme certainement les pauvres fleuristes. Alors, on n'a plus qu'à remercier la vie, on n'a plus qu'à remercier la vie. Remercions la vie. Et je voulais vous remercier de vous être prêté à cette émission et vous dire à quel point nous avons été, nous qui écoutons votre disque, absolument bouleversés parce qu'on a vraiment l'impression, quand on entend la profondeur de votre sens musical, d'accéder à une partie meilleure de soi-même. Je vous propose d'écouter le petit cadeau que vous a fait votre fils et j'en profite pour remercier l'École normale de musique à Paris qui nous a prêté ses locaux. On finit avec Schumann. Vous n'avez rien contre ? Oh là là, non. Et puis mon fils a donné un merveilleux concert il n'y a pas longtemps dans la salle de l'École normale, la salle Cortot. Gaspard Dehaene, Schumann, merci et bonne fête de fin d'année en musique.